Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire d'Eliot Ashford. Eliot est étudiant en master d'égyptologie à Leeds, en Angleterre. Dans le cadre de ses études, il prépare une thèse sur le thème du rôle des prêtres dans l'Égypte antique. En parallèle, il cherchait un travail qui lui permettrait de mettre un peu d'argent de côté, tout en avançant sur sa thèse. Et pour cela, il avait trouvé l'endroit idéal, un poste de gardien de nuit qui venait de se libérer au musée de Leeds. Pour des raisons étranges, aucun gardien n'était jamais resté plus d'une semaine à ce poste. Tous semblaient effrayés par quelque chose, mais aucun n'avait voulu expliquer la cause exacte. Pour Eliot, cette opportunité était du pain béni, car ce musée abritait la momie de Nessayamoun, un prêtre scribe du Nouvel Empire. Avoir un accès direct au département d'égyptologie l'aiderait sûrement à avancer sur sa thèse. D'autant plus qu'il manquait d'inspiration depuis quelque temps. Les informations authentiques sur le rôle précis des prêtres scribes dans la société de l'époque étaient assez floues. Après sa journée de cours à l'université, Eliot se rendit directement au musée. Le directeur, M. Bridge, l'accueillit et le conduisit au poste de contrôle. La salle était éclairée par la lueur froide des écrans de surveillance. Il lui expliqua les tâches à accomplir. Surveiller les écrans, effectuer une ronde régulière, signaler toute anomalie. Rien de compliqué au premier abord. Pourtant, Eliot sentit que le directeur parlait vite, comme s'il voulait écourter la rencontre. Lorsqu'il évoqua les gardiens précédents, son regard se détourna un instant. Un détail presque imperceptible mais suffisant pour éveiller un doute. Il termina en lui disant que vers 5h30 du matin, son collègue viendrait prendre la relève. M. Bridge lui demanda si tout était clair. Eliot répondit que ses explications étaient limpides, mais une question le taraudait. Il le relança à propos de ses prédécesseurs et demanda pourquoi aucun gardien ne restait plus d'une semaine. Visiblement gêné, M. Bridge expliqua que certaines personnes n'étaient simplement pas faites pour travailler de nuit. Dans un endroit comme celui-ci, l'esprit pouvait vite jouer des tours. C'est pour cela qu'il lui fallait quelqu'un de fiable et motivé. Et en voyant qu'Eliot était étudiant en égyptologie, il avait compris qu'il postulait par envie, et non par nécessité. Après ces explications, M. Bridge quitta les lieux, et Eliot commença sa première nuit. Il observa les écrans un par un. Tout semblait normal. Le silence régnait en maître dans le musée. Profitant du calme, il décida d'avancer sur sa thèse. Puis vint l'heure de la première ronde. Les couloirs étaient plongés dans une semi-obscurité. Équipé d'une lampe torche, il vérifia minutieusement chaque couloir, chaque galerie, chaque salle d'exposition. Il termina par la galerie dédiée à l'Égypte antique.
qui dégageait une atmosphère particulière. Dans un coin de la pièce scellée, dans un caisson de verre, reposait le sarcophage ouvert de Nessayamun. Il était étendu, plongé dans un sommeil éternel et imperturbable par les va-et-vient incessants des visiteurs du musée. Cette momie avait traversé les continents, les siècles, et si elle retrouvait de nouveau la parole, elle aurait certainement des choses extraordinaires à raconter. Eliot en apprendrait bien plus de la bouche de Nessayamun que de tous les livres et articles disponibles sur le sujet. Non loin du sarcophage, des affiches retraçaient son histoire, de sa découverte en Égypte jusqu'à son arrivée ici. On pouvait lire que son tombeau fut découvert vers 1823 par un marchand et antiquaire italien qui fouillait les tombes de Thèbes. À cette époque, l'Europe était fascinée par l'Égypte et les momies étaient activement achetées et exportées. Il n'était pas rare que de riches lords les exposent fièrement dans leur manoir comme un trophée. Après sa découverte, la momie de Nessayamun fut envoyée à Londres avec d'autres momies trouvées par le même marchand. Elle fut ensuite proposée à la vente. Et c'est là que la Société philosophique et littéraire de Leeds l'acheta en 1823 pour l'étudier et l'exposer dans le musée qu'elle créa par la suite. La momie de Nessayamun devint rapidement l'un des objets les plus célèbres de leur collection, attirant curiosité et fascination. Nessayamun n'était pas la seule momie au musée à cette période. Il y en avait 2 autres, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, un bombardement allemand les détruisit. Nessayamun fut le seul à survivre, et cet événement ne fit qu'ajouter au mystère qui entourait sa dépouille. Alors qu'Eliot terminait la lecture des affiches, il crut entendre un bruit venant du sarcophage, un bruit étouffé. Il balaya la zone avec sa lampe torche et aperçut une légère trace de buée sur la vitre, juste au niveau du visage de la momie. Une condensation impossible dans un caisson hermétique. Eliot resta un moment immobile, cherchant une explication rationnelle. Il finit par noter l'anomalie pour le directeur, mais une sensation persistante demeura, comme si quelque chose l'observait depuis l'intérieur du sarcophage. Lorsque l'heure de la relève arriva, James Addington, le gardien de jour, salua Eliot. Il semblait cordial, mais son regard glissa brièvement vers la galerie égyptienne, comme s'il vérifiait quelque chose. Eliot lui parla du problème d'étanchéité du caisson. James hocha la tête, sans surprise apparente, puis évoqua d'un ton neutre les bruits étranges entendus depuis une expérience menée en 2020. Eliot sentit qu'il n'obtiendrait rien de plus, pour l'instant. Il rentra chez lui, se changea, puis fila à l'université. À la pause déjeuner, il repensa aux paroles de James et chercha des informations sur cette fameuse expérience. Il tomba sur un article intitulé « La momie qui avait retrouvé sa voix ». En 2020, des chercheurs britanniques avaient reconstitué le conduit vocal de Nessayamun grâce à un scanner et une imprimante 3D, produisant un son ressemblant à une voyelle qu'il aurait pu prononcer. Cela avait créé une légende moderne, la momie qui parle à nouveau après 3000 ans. Certains avaient même imaginé qu'il revenait à la vie, car les inscriptions sur son sarcophage exprimaient son souhait de pouvoir parler dans l'au-delà. Eliot ne voyait toujours pas le lien avec les gardiens qui ne restaient jamais plus d'1 semaine. Mais il savait qu'il finirait par en savoir plus.
Peut-être que lui-même serait confronté à ce qui les avait tant effrayés. Ayant l'après-midi libre, il rentra dormir un peu avant de retourner au musée. Le soir venu, il retourna au musée. Après un rapide coup d'œil aux écrans de surveillance, il s'installa près de la momie, fasciné. Il sortit son carnet et esquissa les contours du sarcophage, les symboles gravés, les motifs sacrés. Les prêtres avaient manifestement un rôle important pour pouvoir être embaumés et inhumés avec soin, comme les pharaons eux-mêmes. C'est alors qu'un souffle se fit entendre derrière la vitre, un murmure presque imperceptible. Elliot resta immobile, persuadé d'avoir rêvé. Puis, une légère buée se forma de nouveau sur la vitre, juste au-dessus du visage de la momie. Cette fois, il n'y avait aucun doute. Elliot eut la nette impression que Nesayamun cherchait à communiquer. Troublé, il retourna à la salle de surveillance. Sur l'un des écrans, il vit une ombre noire, au contour net qui formait clairement une silhouette. Elle se dirigeait vers les réserves du musée. Elliot pensa immédiatement à un intrus. Il s'apprêta à appeler la police, mais préféra s'assurer d'abord qu'il ne s'agissait pas d'une fausse alerte. Car comme l'avait dit le directeur, dans un lieu comme celui-ci, l'esprit peut parfois jouer des tours. Il se dirigea donc vers les réserves, son téléphone dans la poche et une lampe torche à la main. Il tomba nez à nez avec l'ombre noire, qui le fixa un bon moment. Il resta figé de peur, ne sachant quoi faire. Puis l'ombre traversa la porte de la réserve, et on entendit un bruit de l'autre côté. Il fallut bien quelques minutes à Elliot pour réagir. Il ouvrit la porte et appuya sur l'interrupteur. La pièce était totalement vide, mais un carton semblait être tombé d'une étagère. Elliot s'approcha. Il était noté sur le carton « Nesayamun, expérience de 2020 ». À l'intérieur du carton se trouvait le larynx artificiel connecté à un haut-parleur. Elliot le saisit et enclencha le bouton du haut-parleur. La batterie fonctionnait encore, mais le dispositif n'émettait que des grésillements, comme une radio qui n'avait pas de signal. Il décida de l'emmener avec lui, pour l'étudier de plus près. Sur le chemin du retour, lorsqu'il passa devant le sarcophage de Nesayamun, une voix se fit entendre à travers le haut-parleur. Elle demandait à Elliot de s'arrêter sur le champ. Sous le choc, Elliot s'immobilisa, pensant que la momie avait repris vie. Mais lorsqu'il tourna la tête, elle était toujours au même endroit, figée. Mais, pour Elliot, il était certain que quelque chose de surnaturel se passait dans ce musée. L'esprit de Nesayamun cherchait réellement à communiquer. Il ne restait qu'à savoir dans quel but. La peur laissa place à l'émerveillement. Si ce qu'il soupçonnait s'avérait réel, ce serait une opportunité incroyable. Il s'installa près du sarcophage, car il se rendit compte que le haut-parleur ne captait clairement qu'à proximité de la momie. Elliot posa alors plusieurs questions. Nesayamun répondait, avec une voix claire, audible, légèrement teintée d'un accent ancien. Il lui confiait son histoire dans les moindres détails. Elliot apprit que le repos du prêtre avait été perturbé le jour où le marchand et antiquaire italien Giuseppe Passalacqua l'avait découvert. Lui et 150 autres prêtres
avait été inhumé dans une galerie souterraine près d'un temple. Lors de l'examen de la momie, une petite amulette placée entre les bandelettes était tombée au sol. Cette amulette, destinée à protéger son âme et à lui permettre de rejoindre l'au-delà, avait été perdue, et avec elle, la possibilité de quitter ce monde. Depuis cet instant, Nesayamun avait repris conscience dans son corps, incapable de bouger, incapable de parler, condamné à observer. Il avait vu les souks du Caire, où son corps avait été exposé comme une marchandise. Il avait senti la traversée en bateau, enfermé dans une caisse, ballotté par les vagues. Il avait perçu les scientifiques, les visiteurs, les enfants, les rires, les commentaires fascinés ou moqueurs. Il ne comprenait pas ce monde étrange, où l'on observait les morts au lieu de les laisser reposer en paix. L'expérience menée en 2020 fut pour lui une libération, car son souhait de pouvoir parler même après sa mort, gravé sur son sarcophage, avait été réalisé, et une énergie surnaturelle se manifesta. Il pouvait enfin communiquer avec les vivants. Le jour, le bruit des visiteurs couvrait tout. La nuit, il tentait de se faire entendre. Mais ceux qui percevaient ces murmures prenaient peur et quittaient leur poste. Jusqu'à l'arrivée d'Elliot. Le jeune étudiant, absorbé par ses dessins et ses recherches, ne s'était pas enfui. Il avait écouté. Alors, Nesayamun avait décidé de saisir cette chance. Au fil des nuits, il lui transmit des connaissances précieuses sur les prêtres scribes, sur les rituels, sur la vie dans les temples. Elliot remplissait des pages entières de notes, conscient qu'il recevait là des informations qu'aucun chercheur n'avait jamais pu obtenir. Le destin de Nesayamun avait été tracé dès l'enfance. Son père, lui-même prêtre, l'avait formé. Il lui avait appris les incantations, les chants sacrés, les rites nocturnes. Sa voix résonnait autrefois dans les vallées et guidait les voyageurs égarés vers la cité de Thèbes. Il expliqua qu'il n'exerçait la fonction de prêtre que 3 mois par an. Le reste du temps, il travaillait dans un tout autre domaine. En tant que scribe, il avait proposé la création d'un corps d'élite chargé de protéger le pharaon et les sites sensibles. Il avait observé la vaillance et la force des Nubiens. Lui-même avait des origines nubiennes par sa mère. Il contribua donc à la création de l'organisation des Medjay. Elliot notait tout. Ces informations étaient précieuses. Elliot aurait voulu les partager immédiatement au monde entier. Mais s'il le faisait, on lui demanderait sûrement quelle en était la source. Et ce détail serait difficile à expliquer. Bien que ravi que sa voix soit enfin entendue et qu'il puisse partager son histoire, Nesayamun avait cependant une requête. Il souhaitait qu'Elliot retrouve l'amulette perdue et la replace à l'endroit exact où elle se trouvait autrefois, entre les bandelettes. Ce geste permettrait à son âme d'enfin quitter ce monde et de rejoindre l'autre rive. Elliot comprit alors que la momie n'était pas seulement un vestige du passé, mais un témoin silencieux depuis près de 2 siècles. Et après tant d'années à observer les vivants, parfois avec beaucoup d'incompréhension, il ne pensait qu'à retourner là, où il était censé rester pour l'éternité. Nuit après nuit, Elliot continua d'écouter les confidences de Nesayamun. Et Elliot
récolter toutes les informations susceptibles d'identifier et de retrouver l'amulette. Elliot dessina dans son carnet une représentation fidèle de l'amulette, d'après les indications de Nesayamun. Celle-ci ne faisait pas plus de 8 cm et était en or massif, sertie de 2 pierres en lapis lazuli. Une nuit, alors qu'Elliot relisait ses notes, il remarqua un détail qu'il n'avait pas relevé jusque-là. Dans un rapport ancien, rédigé par un conservateur du XIXe siècle, une phrase mentionnait que plusieurs objets trouvés avec la momie avaient été dispersés entre différents musées européens, parfois même vendus à des collectionneurs privés. L'amulette pouvait se trouver n'importe où, peut-être même détruite depuis longtemps. Pourtant, Nesayamun continuait de parler, comme si l'objet existait encore quelque part, suspendu entre 2 mondes. Au cours de la dernière nuit de la semaine, alors qu'il effectuait sa ronde, Elliot sentit une présence derrière lui. Pas une silhouette, pas un souffle, mais une sensation lourde, comme si quelqu'un marchait dans ses pas. Lorsqu'il arriva devant le sarcophage, Elliot sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. La momie semblait entourée d'une aura différente, comme si les bandelettes avaient été effleurées par une main invisible. Au sol, une trace circulaire de poussière attira son regard. Un motif délicat, presque rituel, comme l'empreinte d'un objet sacré, posé là un instant. Mais il n'y avait rien. Rien dans la salle, juste cette marque silencieuse, inexplicable, qui semblait attendre d'être comprise. Il comprit alors que l'amulette n'avait jamais été perdue dans un lieu physique. Elle n'était pas tombée dans le sable d'Égypte, ni oubliée dans une caisse. Elle avait été arrachée à Nesayamun au moment de sa découverte. Mais son absence n'était pas matérielle, elle était symbolique, spirituelle. L'amulette n'était pas un objet à retrouver, mais une condition à rétablir. Et cette condition, Elliot l'avait involontairement remplie, en écoutant la voix de Nesayamun, en lui offrant une attention sincère. En lui redonnant une place dans le monde des vivants, il avait comblé le vide laissé par l'amulette. Il avait restauré ce lien brisé entre le prêtre et l'au-delà. Au moment où il comprit cela, les lumières du musée s'éteignirent. Un silence profond envahit les galeries. Lorsque l'éclairage de secours se ralluma, la momie avait changé de position. Les bras, autrefois étendus, étaient désormais croisés sur la poitrine, comme si elle avait retrouvé la posture sacrée des défunts, prêts pour leur voyage. Le lendemain matin, James trouva Elliot dans la salle de contrôle, assis devant les écrans, le regard perdu. Il semblait épuisé, mais étrangement apaisé. Il annonça qu'il ne reviendrait pas. Il avait terminé ce qu'il devait faire. Lorsque James se rendit dans la galerie égyptienne, il découvrit que le sarcophage était vide. Aucun signe d'effraction. Aucune trace sur les caméras. Sur le verre, une fine pellicule de poussière formait un symbole ancien, tracé du bout d'un doigt invisible. Un œil Ouja, aussi connu sous le nom d'œil d'Horus. Personne ne sut jamais ce qu'il était advenu de la momie. Quant à Elliot, il ne parla plus jamais de cette semaine au musée. Mais parfois,
Lorsqu'il travaillait sur sa thèse, il avait l'impression d'entendre un souffle derrière lui, comme une voix lointaine qui murmurait des secrets oubliés. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.